Bonjour à tous et bienvenue sur automotivepresse.fr. On se retrouve aujourd'hui en Espagne, sous un presque soleil d'Espagne, pour l'essai de la nouvelle Peugeot 408. Une voiture qui va sûrement faire parler d'elle, notamment par son design qui est assez particulier et hors du commun pour le moment. Mais ça, on va en parler tout de suite dans la partie extérieure. Suivez-nous pour nos aventures espagnoles en Peugeot. A tout de suite. Alors, comme je vous le disais à l'instant, prenons le temps de découvrir le design extérieur de cette nouvelle Peugeot. Donc déjà, malgré son look, Peugeot nous la présente comme une berline. Et c'est vrai que ses dimensions le laissent à croire, puisque c'est une voiture qui est particulièrement basse, malgré une garde au sol qui est un peu SUVisante, comme on pourrait dire, puisqu'on est sur à peu près 190 mm de garde au sol. Et ce qui en ressort déjà globalement quand on navigue autour, c'est qu'elle semble vraiment posée sur la route. Les voies sont larges, la voiture est assez large aussi, comme vous pouvez le voir hein, sur ce plan. Hop, je me mets face à elle pour mieux me montrer. Sur la face avant, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu sur la 308. Donc des phares très fins avec des crocs qui descendent très bas. Pareil pour donc le masque avant avec ses parties noires laquées et striées. Et donc là, on est sur une définition GT. Donc on a une calandre spécifique avec des lamelles donc verticales. Quand la version Allure aura des lamelles horizontales. À l'avant, c'est pas un grand chamboulement par rapport à une 308. On est vraiment sur la continuité du design de la 308. C'est un poil plus musclé, mais on retrouve entre guillemets ce qu'on connaît. Sur le profil, alors là, il y a beaucoup plus à dire, puisque on est en train de dépasser la mode du SUV coupe. Comme je vous le disais, en fait, c'est une berline. Peugeot nous présente ça comme une berline, et je pense qu'en effet, on est sur quelque chose de différent d'un SUV coupé, puisqu'elle est particulièrement basse. On va directement avancer sur les petites carrosseries à l'avant, puisqu'il y en a beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on parlera des jantes après, promis. Comme vous pouvez le voir ici, on a un pli ici, qui refinit ici avec un autre pli. C'est extrêmement travaillé. Là, on aperçoit aussi, par exemple, un croisement de la ligne de pare-brise qui vient terminer sur cette ligne-là. C'est extrêmement sculpté et plutôt agréable en fait, plutôt joli. Bon, même si les deux petites arêtes sur le plat de l'aile me laissent un peu sceptique, puisqu'on dirait presque un choc, c'est un peu perturbant. Mais c'est un chouette design. Pour les jantes, alors les jantes, on est sur les jantes disruptives, comme ils nous ont dit à la conférence de presse. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc au niveau taille, c'est du 20 pouces. C'est les plus grosses, elles sont optionnelles. Donc les finitions GT auront des jantes de 19 pouces que je vous mets en insert à l'instant. Voilà. Donc ces jantes ont un design très particulier puisque elles ne semblent pas partir du centre du moyeu. On distingue vraiment des plats et elle paraît en quelque sorte pas ronde la roue. Faut s'y habituer, mais de ce qu'on a vu en roulant tout à l'heure, ça fonctionne un peu hein, avec les contrastes entre les parties polies et les parties noires laquées. Faut s'y habituer, mais pourquoi pas, pourquoi pas. On retrouve le petit logo sur l'aile comme sur la 308. Là pareil, vous pouvez constater les triangles des plis de carrosserie vraiment qui continuent partout. Bon, là on voit pas très bien, mais il y en a un qui est le même à l'arrière en fait, qui fait comme ça, comme ça. Je pense que ça a été une belle galère à industrialiser tout ça. Il y en a qui ont dû s'arracher les cheveux, donc bravo à vous pour avoir réussi à satisfaire les designers. À l'arrière, une chose qui m'a surpris, cette partie-là n'est en fait pas vitrée. C'est une partie noire laquée pleine. Mais ça, on pourra le voir un peu à l'intérieur. Voilà, je sais pas si on peut le voir, mais en fait, il n'y a pas de vitre. La vitre s'arrête à la porte. Un bel effet de style. À voir pour les angles morts, comme ça, on verra tout à l'heure à la conduite. L'arrière, il est plutôt musclé. Il est très haut par rapport aux voitures, mais... Enfin, très haut, tout est relatif, parce que je vous dis, la voiture est quand même vachement basse. On va partir du toit pour redescendre petit à petit. Donc là, on se retrouve avec deux découpes, enfin deux petites extrusions que Peugeot appelle les oreilles de chat, puisque voilà, je vous l'illustre un petit peu. Elles ressortent de la voiture comme ceci. Je pense aussi que surtout que ça a servi à masquer les charnières du coffre. Mais ça fait un petit aileron sympa, donc on dit oui. Le becquet se poursuit ici, sur la malle. Là, on sent que ça remonte un petit peu. Et le pare-choc arrière, la partie qui a fait le plus parler, c'est cette fameuse masse en plastique noir. Et la voici. Alors déjà, personnellement, elle est beaucoup plus travaillée que ce que j'imaginais. Comme on peut le voir ici,
il y a une découpe de volume, encore une fois un triangle qui vient découper et animer un peu cette masse. Vous pouvez aussi distinguer une partie noire laquée en fait, qui vient contraster avec ce plastique dur. Enfin, globalement, c'est quand même un volume qui est pas mal animé. C'est pas une grosse masse comme on aurait pu le croire, très disgracieuse. Et en soi, perso, je me dis que vu les centres-villes qu'on a et la longueur des places de parking, au moins, si vous devez taper un pare-choc, ce sera qu'une partie non peinte. Donc probablement moins cher à réparer et à changer. En soi, personnellement, je suis plutôt pour que les pare-chocs redeviennent des choses qui peuvent prendre des chocs sans que ça coûte des milliers et des cents à l'assurance. Au niveau du format, comme vous le voyez, je crois qu'on va en avoir de plus en plus des SUV, des berlines. Des berlines un peu tout chemin, un peu surélevées. Parce qu'on l'a déjà vu apparaître avec la Polestar 2 par exemple, la C5X aussi, dans le même groupe Stellantis. On est sur une tendance qui est en train de se dessiner où les SUV ont commencé à se rabaisser et à se rapprocher des berlines. Et je pense même que que le terme SUV va finir par disparaître d'ici quelques années. Peut-être que d'ici 5 ans, un SUV sera complètement has-been, comme les monospace aujourd'hui en fait. Ça sera à valider, on verra. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez de ce design extérieur. Est-ce que pour vous il est perturbant? Est-ce qu'il est agréable? J'attends d'avoir vos retours. C'est vraiment une question que je me pose. Je me demande vraiment comment le grand public va accueillir cette voiture. Est-ce qu'on va en voir beaucoup ou pas? Allez, je vous propose qu'on passe maintenant à l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur. Comme je vous le disais, à l'intérieur, il n'y aura pas vraiment de révolution, puisqu'on est en gros sur l'intérieur d'une 308. Mais vraiment, j'arrive même pas à voir les différences pour tout vous dire. C'est pas à l'avant que la différence va se faire. Donc si vous êtes habitué à la 308, vous retrouverez vos petits, comme on dit. À noter donc, on a toujours ce high cockpit, qui personnellement me laisse un peu perplexe. Je pense que je préfère quand même l'affichage tête haute. Le petit volant, donc là rien à dire, c'est une question d'habitude, ça fonctionne. Au niveau du point central, on retrouve donc l'écran habituel de la nouvelle 308 et c'est iToggle, donc les fameux raccourcis programmables et personnalisables. Et en dessous, la partie boîte de vitesse, régénération et sélection du mode de conduite. A noter que la 408 n'est dispo qu'en boîte EAT8. Il n'y aura pas de boîte manuelle. La voiture est équipée du système focal de 690 watts. Je peux vous dire que ça envoie. Il y a beaucoup de haut-parleurs, y compris à l'arrière, et même un caisson de basse dans le coffre, que je vous mets en insert à l'instant. Voilà pour les places avant. Ce que je vous propose, c'est donc de passer à l'arrière, puisque c'est là que la différence va se faire. Alors, au niveau des places arrière, comme je vous le dis, il y a beaucoup de place. Les portes sont particulièrement longues, et l'accès y est plutôt facile. Bien qu'on vient de noter que la marche pour rentrer est quand même sacrément haute, sachant qu'il y a un retour derrière assez conséquent. Ah, j'essaie de vous l'illustrer. Voilà. Bon, en gros, il y a quasiment 20 quand même de retombées. Donc c'est un peu déconcertant. Alors qu'au niveau de la découpe de toit, ça passe plutôt bien. Bon, je fais 1m70. Le siège est réglé pour moi devant. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup de place. C'est-à-dire que ma main ne touche pas là, devant mes genoux. Je pense que ça va faire bizarrement une bonne voiture de taxi. Parce qu'à l'arrière, il y a vraiment une vraie différence avec une 308. C'est flagrant. C'est hyper spacieux. La petite enceinte focale à l'arrière aussi. La finition de la contreporte. Ah, on est sur des plastiques durs. Ah, là non plus, c'est pas moussé. Ok, donc là on a juste le moussage ici au niveau de la coudoir. Bon, c'est l'essentiel, c'est là que repose notre bras. Mais sinon, ouais, on est sur une finition un peu plus dure qu'à l'avant. Ouais, à l'avant, tout est moussé. À l'arrière, donc pas de tablette, juste un filet pour ranger vos affaires. Et donc, 2 ports USB type C et 2 aérateurs. Voilà pour l'arrière. Au niveau de l'angle mort, l'absence de custode se fait quand même un peu sentir. C'est vrai que c'est dommage. Les vitres sont pas aussi étroites que j'imaginais. Je me sens pas du tout... Enfin, ça rend pas claustrophobe. Elles sont vraiment plutôt hautes. Ça, vu le design extérieur, c'était pas gagné. Mais en fait, ils ont bien fait le job. L'espace au toit est pareil, est assez conséquent.
parce qu'il est bien creusé. En fait, comme vous voyez, il y a un retour là, ici. Ce retour là. Et en fait, tout est bien creusé et le plancher est très creux. Donc c'est vrai qu'à l'arrière, on n'est pas si mal. Bien qu'au-dessus de ma tête... Attendez, je vous montre. Ouais, bon, pour rappel, je fais 1m70. Bon, ok, au niveau de la tête, c'est pas si large. Alors que là, vous voyez, si je m'approche, en fait, ça va, mais... Bon, il y a beaucoup de place aux jambes, mais un peu moins pour la tête. Là, on paye un peu le côté berline. Direction maintenant, le coffre. J'espère que vous n'avez pas trop de vent dans le micro. Alors, il y a l'ouverture main libre. Ok, moi, j'y arrive pas, mais ça marchait il y a quelques instants. Ça y est, ça marche. Voilà. Bon, ça marchait du premier coup tout à l'heure, hein. C'est juste l'effet démo comme d'habitude. Au niveau du coffre, il est très long. Comme vous le voyez, on a mis une valise cabine, on peut quasiment en mettre 2 en longueur. Au niveau du volume, on est sur 580 litres, je crois, pour la version les versions thermiques. Et cette version PHEV, on est à 480. Ah, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Globalement, ça va, c'est plutôt spacieux, même si la découpe du toit fait que vous ne pourrez pas non plus charger des objets très volumineux. L'ouverture du coffre est plutôt rectangulaire, ça c'est un bon point pour rentrer des meubles, ça peut être pas mal. Le seuil de chargement est plutôt bas. Là, le plastique, en plus, ça a l'air plutôt solide. Il y a vraiment de quoi partir en vacances tranquillou. À 4, ça ne devrait pas d'un souci. Des petites manettes pour rabattre la banquette. Voilà donc pour le coffre. Allez, maintenant, on part à la conduite. Alors, bienvenue au volant de cette 408. Actuellement, je suis donc en électrique parce que par défaut, elle démarre en électrique. On va passer en hybride pour bénéficier un peu du thermique. Puisque nous avons vidé la batterie électrique avec une autonomie d'environ 34 km au départ. Et là, actuellement, on a fait, voilà, comme vous le voyez, 3,5 litres au 100, 79 km en mode hybride en gros, avec un trajet autoroutier urbain dans Barcelone. Là, on s'est pris une petite route à virage. Le moteur, donc, comme je vous disais, le 225 chevaux, donc 180 chevaux thermiques et 100 chevaux électriques pour une puissance combinée de 225 chevaux. Au niveau de la batterie, la 408 embarque une batterie de 12,4 kWh pour une autonomie annoncée en WLTP de 62 km. C'est un petit peu optimiste a priori, puisque je vous dis, nous ce matin on a fait environ, elle nous annonçait 35 km de batterie et voilà, là on l'a vidé en 80 bornes en hybride, donc bon. Je pense que les 60 km sont difficilement atteignables. En sensation à bord, on est très proche d'une 308. Le tableau de bord est très similaire. Il n'y a pas grand chose à commenter de plus, hein. Honnêtement, je vois pas vraiment de différence. On a juste remarqué par exemple que dans les rétroviseurs, je sais pas si on le voit bien dans la GoPro, mais en fait le bossage de l'aile arrière, qui participe au style de la voiture, il est assez prédominant dans le rétroviseur et masque pas mal la vue, parce qu'au final le rétro se retrouve très bas par rapport à cette bosse qui se retrouve elle plutôt haute. C'est un petit peu déconcertant, mais c'est sûrement une question d'habitude. Là je suis en mode break, voilà, donc je peux mettre le frein régénératif. Je sais pas si, ouais, ici, qui permet de récupérer de l'énergie dans les descentes, comme maintenant. Donc je suis pas sûr qu'on récupère beaucoup de batterie malheureusement. Ça c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que si on pouvait récupérer si on pouvait régénérer mieux que ça, notre batterie à 0 km, elle remonterait un peu. Au niveau du confort, on est avec les jantes de 20 pouces. Il y a un scooter qui passe, voilà. On a les jantes optionnelles de 20 pouces et les pneus assez fins. Et honnêtement, ça percute quand même, hein. Ça tape un peu sur les dos d'âne, c'est pas super smooth, comme on pourrait dire. Là, je pense que la finition allure, ou ne serait-ce que les jantes en 19 pouces avec les pneus un peu plus épais, vont améliorer le confort. Parce que les suspensions n'ont pas l'air si sèches. Je pense que c'est vraiment pas mal dû aux pneus, qui sont eux taille basse. Donc c'est toujours pareil, confort ou style, faudra choisir. Niveau performance, j'ai plus le 0 à 100 en tête, mais tout à l'heure on a pu chronométrer un 80 à 120. Il est autour de 6 secondes, ce qui fait qu'il est dans la moyenne de ce qui se fait en matière de SUV, bien qu'on est sur une berline ici. Mais globalement, voilà, on est dans les chronos habituels de ce genre de véhicule.
Quand je vous parlais du style extérieur, je vous ai montré la petite vitre de Custode qui est en fait pas une vitre, qui est un noir laqué plein. Et je m'inquiétais sur les problèmes d'angle mort. Et donc c'est un peu l'occasion de vous montrer. En fait, je me suis rendu compte en conduisant que c'était pas si gênant parce que la porte arrière est très longue, et ce qui fait que la vitre va très loin aussi. Et on retrouve presque un vitrage classique, d'une voiture classique. Donc mon inquiétude s'est un peu dissipée. Par contre, la lunette arrière, elle est extrêmement fine. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de régler mon rétroviseur intérieur. Mais en fait, c'est juste que c'est trop étroit. C'est pas du tout qu'il est mal réglé, c'est qu'il y a très peu de place en fait. Ça suffit hein, pour voir les voitures de derrière, mais c'est pareil, c'est une habitude à prendre. Au bilan sur la conduite de cette 408, on peut dire que c'est une voiture, enfin ça sera une bonne familiale puisque la voiture est silencieuse. Sur l'autoroute tout à l'heure, on n'entendait rien. On entendait à peine le moteur thermique, même quand il se mettait en marche. C'était vraiment agréable. Hormis les secousses dues aux grosses jantes, en vrai, c'est plutôt confortable. Les sièges sont bien moussés. Enfin, le matelassage des sièges est plutôt bon. Et il n'y a pas trop de soucis, quoi. La direction, pareil, est très souple, assez directe. Rien à dire là-dessus. C'est une voiture, voilà. Je pense personnellement que les jantes de 20 pouces sont peut-être un peu trop pour une utilisation familiale. J'aurais tendance à préférer des plus petites jantes avec des plus gros pneus. Pour le reste, c'est plutôt du tout bon. Niveau tarif, la gamme débute en allure à 36 000 €, 36 500 € si mes souvenirs sont bons. Et là, la version qu'on a, je pense, avec beaucoup d'options, on est en plus en GT, donc j'imagine que c'est une des plus hautes gammes, on doit dépasser les 50 000 € facilement. Donc ça reste une somme hein, quand même. J'ai hâte de voir les chiffres de vente pour voir si ce nouveau format de berline SUV-isante, berline surélevée, va prendre ou pas, parce qu'on est quand même sur un nouveau format, je pense, du marché. Et c'est vrai que ça m'intrigue de voir l'accueil du public. En attendant, vous pouvez nous laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si ce que vous pensez en tout cas de ce nouveau format de véhicule. Est-ce que pour vous c'est du n'importe quoi? Est-ce qu'il faut revenir à une berline classique? Est-ce que l'idéal c'est pas le break, par exemple, qui combinerait un peu tout ça? À vous de nous dire. J'ai hâte de savoir votre avis, l'avis du grand nombre, du plus grand nombre, pour savoir si Peugeot fait fausse route ou si justement c'est une nouvelle tendance qui va se dessiner. Je vous remercie de nous avoir suivis sur cet essai et je vous dis à très bientôt sur Automotive Press. Allez, ciao!